Si comme moi ça fait pas mal de temps que vous vous baladez sur YouTube, vous avez forcément remarqué que sur ces 2-3 dernières années, les choses ont changé avec le temps et pas forcément en bien malheureusement. Et l'un des plus gros changements visibles, c'est bien évidemment la méta YouTube qui a beaucoup changé. On est passé de vidéos où c'était des challenges où il fallait manger jaune pendant 24 heures à la méta d'ores et déjà cultissime des vidéos de storytelling. Mais alors on est en droit de se poser la question, c'est quoi ce nouveau format de vidéo? D'où est-ce qu'il sort? Et puis pourquoi des fois en regardant ce genre de contenu, j'ai une espèce de sensation de déjà vu? Tant de questions auxquelles on va essayer de répondre puisqu'aujourd'hui, on va raconter l'histoire de pourquoi est-ce qu'on raconte des histoires sur YouTube. Le storytelling, si ça peut paraître comme un concept assez nouveau et assez novateur sur YouTube, c'est en réalité quelque chose de hyper basique, tout droit sorti de l'univers merveilleux et magique du marketing. Alors je dis ça, vous vous doutez bien que c'est pas tout à fait vrai. Raconter des histoires, c'est la première forme de divertissement à laquelle on se confronte quand on est petit, puisque généralement nos parents nous racontent des histoires pour nous endormir. Sauf si vos parents sont irresponsables et qu'ils vous ont collé devant une tablette dès votre plus jeune âge. Mais ça, bon, c'est un autre sujet. Et si même les gens du marketing ont repris cette idée, c'est qu'il y a quand même un petit truc en plus qui fonctionne. Lorsque l'on veut vendre un produit, un concept, une idée, ou bien tout simplement capter l'attention de celui qui nous regarde, raconter une histoire permet de créer un point d'accroche pour votre spectateur auquel il peut s'identifier et son bon déroulement ou non va susciter des émotions qui rendra votre prestation à la fois plus mémorable, plus efficace et surtout plus divertissante. Ça fait partie de ce qu'on appelle le marketing émotionnel et même si ça vient de gens en costard qui se la pètent et qui utilisent des mots compliqués tout droit sortis d'école de commerce, benchmark. C'est malgré tout une idée qui est totalement applicable au domaine du divertissement, et ça les gens l'ont bien compris, consciemment ou non d'ailleurs. Bah oui, puisque comme l'algorithme de YouTube est basé sur votre temps d'attention, quelqu'un qui réussit à capter votre attention en racontant des histoires, et bah il va gagner des points auprès de l'algorithme, c'est automatique. Les formats qui utilisent le storytelling sont vraiment hyper efficaces pour ça, et le pire c'est que ça fonctionne avec absolument tout. On a vu des vidéos de storytelling sur les jeux vidéo, l'histoire, l'horreur, la musique, les faits divers, l'actualité, la vie de gens dont on sait pas vraiment si on veut connaître leur vie malgré le fait qu'ils nous la racontent. Bref, les possibilités sont infinies, et pour peu que vous racontiez correctement une histoire, vous pouvez tout à fait avoir une chaîne YouTube à succès. Prenez par exemple un thème grand public pas trop bouché comme la nourriture, copiez des pages entières de Wikipédia en les adaptant à votre manière de raconter, et paf, le tour est joué. Attends, mais c'est un super concept en fait. Si jamais vous le faites, créditez-moi quand même, ce serait sympa. Du coup, on a compris que ça fonctionne puisque cette mode s'est répandue comme un véritable virus. Mais la question qu'on a le droit de se poser, c'est qui est le patient zéro? Qui est à l'origine de cette mode? C'est vraiment très difficile de dire objectivement qui a lancé ce format en premier, vu le nombre de chaînes YouTube qui font ce genre de contenu. Mais j'ai quand même réussi à dresser une petite liste non exhaustive de YouTubeurs qui ont eu leur impact dans la démocratisation de ce nouveau format. On y retrouve notamment Combo, Ego, The Great Review pour les YouTubeurs axés jeux vidéo, Simone Puech pour les sujets de société divers et variés et les anecdotes, La Folle Histoire pour, l'histoire, comme son nom l'indique, Feldup et Squeezie pour tout ce qui est horreur et épouvante, et enfin Seb pour les vidéos de storytelling sur la musique. Comme dit précédemment, cette liste n'est pas exhaustive et je suis désolé s'il manque votre youtubeur favori, c'est pas ma faute, ok? Finalement, ce qui a réellement démocratisé ce genre de format, c'est l'accumulation de vidéos et de chaînes en rapport avec ce style de vidéo, et non pas une ou deux chaînes isolées. Et a priori, j'aurais tendance à dire que ça s'est fait progressivement sur à peu près 2 ans. Mais une question demeure, pourquoi c'est ce format particulièrement qui a percé beaucoup plus qu'un autre? Bah oui, parce que les formats qui fonctionnent sur YouTube, il y en a quand même énormément. Pourquoi ce serait le storytelling qui se démarquerait plus qu'un autre? J'ai mené ma petite enquête et j'ai trouvé des pistes qui pourraient peut-être répondre à notre question. À l'heure où YouTube et Twitch se professionnalisent et se rapprochent de plus en plus de la télévision, on connaît des vrais sujets de discussion sur la production des grosses vidéos dont le budget semble de plus en plus élevé et les concepts de plus en plus fous. Et au milieu de tous ces concepts de zinzin hyper impressionnants qui requièrent 50 personnes pour fonctionner, on trouve des vidéos de storytelling comme celle de Feldup ou de Seb. Grâce à leur format, ils nous prouvent que oui, tu peux être un très gros youtubeur à succès qui fait énormément de vues et pourtant produire un contenu qui est a priori plutôt simple à faire. Et par simple à faire, j'entends simple en termes de moyens. On n'a pas besoin d'une énorme caméra, on n'a pas besoin d'une équipe technique de zinzin, on peut faire ça tout seul dans sa chambre et ça fonctionne. Et c'est donc ça, à mon sens, la clé de voûte de ce format, c'est son accessibilité et sa faisabilité même si on a zéro moyen. Et ça, force est de constater que c'est plutôt sympa. Une autre raison un petit peu plus subtile, c'est le caractère plus facilement assumable des vidéos de storytelling. Alors ça peut paraître un petit peu abstrait, mais je m'explique. Faire des vidéos, c'est exposer sa personne et potentiellement son visage à des milliers d'inconnus, ça on sait, c'est pas facile et ça demande un petit peu de courage. Mais quand on fait du storytelling, de la vulgarisation ou bien des sujets globalement premier degré, on peut se créer une forme de protection car il y a une certaine distance qui s'installe entre notre personne et le contenu de ce qu'on est en train de raconter. En impliquant un peu moins notre personnalité et notre humour parce qu'on raconte des histoires, ça devient plus facile d'assumer ces vidéos et de les partager à des inconnus et potentiellement même à nos proches. À l'inverse, dans des vidéos type divertissement, on est obligé de montrer qui on est et quel est notre humour, et ça c'est beaucoup plus difficile à assumer parce que tant qu'on n'a pas l'approbation sociale des statistiques derrière nous, ça devient difficile de prouver qu'on est vraiment drôle en fait. Mais heureusement, grâce à vous, j'ai pu prouver que le démonteur c'était vraiment hyper drôle. Et je sais de quoi je parle parce que j'en ai tenté des trucs sur YouTube. Bonjour, aujourd'hui je vais faire une critique de jeux vidéo.
Le Mickey Parade, c'est de la merde. Un jour j'en parlerai peut-être. Mais finalement la dernière raison qui fait que le storytelling c'est un format qui fonctionne, c'est peut-être tout simplement l'algorithme YouTube. On en a tous déjà vu dans nos recommandations et c'est pas pour rien. Les vidéos de storytelling intriguent, font des stats et ça les gens s'en sont très bien rendus compte. C'est pourquoi aujourd'hui un petit YouTuber gaming, plutôt que de faire un énième let's play Minecraft qui sera vu par deux personnes, à savoir sa maman et son pote qui s'est fait sur Discord, il aura tendance aujourd'hui à faire des vidéos storytelling style la version secrète de Minecraft, ou bien encore l'indétrônable le speedrun le plus difficile de Minecraft, qui feront probablement beaucoup plus de vues qu'un énième let's play que tout le monde a déjà vu plein de fois. On sait maintenant d'où ce style de format vient et pourquoi il marche autant. Mais moi la question qui m'intrigue c'est quels sont les codes de ce nouveau format émergent et pourquoi j'ai l'impression que tout finit par se ressembler encore une fois. Et heureusement pour répondre à ce genre de questions, le démonteur est présent. Je ne vois absolument plus rien. Pour réaliser une bonne vidéo de storytelling, l'important c'est de réussir à instaurer une ambiance qui correspond à ce que vous êtes en train de raconter. Et pour ce faire, on va utiliser 4 ingrédients spéciaux que actuellement tout le monde utilise. Numéro 1, le cadre. Il est capital d'arrêter de payer vos factures EDF. En cette période de fin d'abondance, c'est une bonne manière de faire des économies et c'est surtout une bonne manière de reproduire ce petit côté tamisé qu'on cherche dans ce genre de vidéo en allumant des petites lumières plus douces. L'idée c'est de reproduire un environnement agréable ou flippant selon ce que vous faites, qui pourrait peut-être s'apparenter aux lumières d'une bibliothèque ou d'un endroit cosy dans lequel on pourrait raconter une histoire. Numéro 2, la voix. Elle est la clé de voûte d'une vidéo de storytelling réussie. Il faut réussir à avoir une voix posée qui correspond à ce que vous êtes en train de raconter. Par exemple, si vous faites une énième vidéo sur la création de Minecraft, vous pouvez dire Notch, alias Marcus Alexei Persson, est né le 1er juin 1979 à Stockholm, en Suède. A l'inverse, si vous faites une vidéo plutôt d'horreur ou plutôt flippante, c'est mieux d'avoir une intonation du genre Voici l'histoire d'Howard Schneider, le dentiste qui, malgré une façade à première vue sympathique, torturer en réalité des enfants. Et ne faites pas comme moi, on n'oublie pas de bien articuler, c'est très important la prononciation. Prononciation. Numéro 3, les formules magiques. Pour réaliser une vidéo qualitative qui coche toutes les cases, il faut bien évidemment faire appel aux formules magiques qui feront que votre vidéo sera une véritable vidéo de storytelling. Il faut utiliser par exemple ce truc que tout le monde dit juste avant de raconter l'histoire. Alors installez-vous confortablement, prenez un chocolat, un petit café, une petite couverture, bref, mettez-vous à l'aise, car aujourd'hui on va vous raconter l'histoire du plus grand virtuose de la musique française, j'ai nommé Max Boublil. Ou bien alors ce truc qui consiste à mettre le nom complet d'un mec avec sa date de naissance juste en dessous d'une image d'archive. Mais si vous connaissez forcément ce truc. Le boucher de Cherbourg, alias Jean-Christopher Johansson William Lefebvre Francis Cabriolet Puerto Tongo Tika Masala, est né en 1954 dans la petite ville de Jouy-en-Josas. Bref, tous ces petites expressions et trucs qu'on a tous vus 500 000 fois, surexploitez-les et vous serez sûr d'aller en prison pour délit aggravé de masterclass. Numéro 4, le montage. C'est pas forcément évident de monter une vidéo de storytelling quand on sait pas comment faire et qu'on en a jamais fait, mais il y a une technique de petit chenapan qui permet d'avoir un résultat super sympa, c'est ce qu'on appelle l'effet banane-banane. Ce nom qui est totalement inventé décrit le fait d'illustrer son propos avec des images dès qu'on parle d'un sujet qui est illustrable. D'où le nom de l'effet. Si on parle d'une banane, on montre une banane à l'écran. Dans les vidéos de storytelling, ça se traduit par des images d'archives. Beaucoup d'images d'archives. L'idée générale de montage, elle va être hyper simple, ça va être d'illustrer votre propos au maximum avec des images d'archives, en entrecoupant ça de texte si jamais il y a des dates ou des noms importants à retenir. Bon, bien évidemment, tout ceci est très caricatural, mais dans l'idée, en vrai, on est presque pas loin des meilleures vidéos des plus gros youtubeurs storytelling. Et finalement, c'est peut-être à cause de ces 4 points que je viens de citer que tout finit par se ressembler. Quand un genre ou un format devient trop codifié, le risque c'est que sur le long terme, il y ait plein de versions Wish des gros youtubeurs storytelling qui commencent à apparaître et qui grattent le buzz des youtubeurs dont ils s'inspirent. Mais est-ce que c'est vraiment une si mauvaise chose que ça ? Alors entendons-nous bien, les modes, quelles qu'elles soient, ne sont jamais une très bonne chose. Ça incite à l'uniformisation des codes, ça incite à ne plus se renouveler, et ça incite même parfois au plagiat. Cependant, il est intéressant de noter que généralement les vidéos de storytelling sont plus qualitatives que la moyenne, surtout en comparaison de l'époque des pranks J'ai tué ma mère, ça tourne mal, ou bien des vidéos Manger rouge pendant 24 heures, Impossible Challenge. À titre personnel, je pense que c'est une méta qui est intéressante pour l'avenir de la plateforme, parce que tous ces petits youtubeurs qui pompent Feldup ou The Great Review, ils s'entraînent au montage et à l'écriture de script. Alors oui, aujourd'hui, ils font peut-être des fois du contenu pas très original ou alors qu'on a déjà vu. Ça arrive à tout le monde, même aux plus gros youtubeurs. Mais peut-être que demain, ils utiliseront ces compétences acquises pour faire leur propre contenu original. Il y avait déjà des débats similaires en 2012 quand j'étais au collège. C'était l'époque des challenges Chubby Bunny et différents podcasts sur les profs. Tout le monde se plagiait et tout le monde en avait marre. Et pourtant, il y a beaucoup de youtubeurs qui sont issus de ces modes qui étaient autrefois décriés. Tout ça pour dire que oui, les modes sur YouTube, ça pue souvent du cul. On est souvent exaspéré par des formats qui se ressemblent et qui n'évoluent pas. Mais si ces modes permettent à des futurs créateurs de contenu de voir le jour, à mon sens, c'est une bonne chose. Puis il faut dire ce qui est aussi, j'en fais tout un plat sur le storytelling alors qu'il y a quand même beaucoup de vidéos qui sont très solides dans le domaine. Peut-être que je chipote un peu, peut-être. De toute façon, au final, c'est l'audience qui décide et c'est sur ces belles paroles que je vais vous quitter, non pas sans une intervention de notre ami spécialiste en marketing émotionnel. Si vous n'écoutez pas les feedbacks de vos clients, qui écoutez-vous ? Sans doute vous-même.